Aujourd'hui, nous replongeons en territoire franc, à une époque où les cendres de l'ancien monde romain côtoient encore les braises d'un nouvel ordre barbare. Sur ces terres où la mort, impitoyable, peut renverser le destin du plus humble des hommes, comme celui des plus grands royaumes. 511. Paris. Dans la ville devenue résidence principale du roi, le silence s'installe. Au terme d'une vie de conquête, de bataille et de sang versé, Clovis s'éteint vers l'âge de 45 ans. L'homme qui avait uni les Francs n'est plus. Et comme l'impose la coutume germanique, nul héritier unique, la succession mérovingienne est morcelée entre ses 4 fils, Thierry, Clodomir, Childebert, Clotaire. L'unité du royaume des Francs se brise alors en 4 couronnes, tandis que leur rivalité s'aiguise en silence. Au sud-est, la Burgondie traverse une période de trouble. Le roi Sigismond a fait mettre à mort son propre fils, Ségéric, brisant l'ordre de sa dynastie et scandalisant une partie de la noblesse. Entre rancœur, ambitions et divisions internes, le royaume burgonde devient alors une proie idéale pour les Francs. 523. Les fils de Clovis passent à l'offensive. Sigismond, vaincu, n'a d'autre choix que de se réfugier derrière les murs du monastère d'Agone. Mais nul sanctuaire ne peut sauver un roi déjà rejeté par les siens. Livré à Clodomir par l'aristocratie burgonde, Sigismond est condamné. Lui, son épouse et ses 2 enfants sont décapités, puis leur corps précipité dans un puits, près d'Orléans. Le roi est mort. Mais la guerre, elle, ne s'achève pas. Car Godomar III, frère de Sigismond, rallie les derniers fidèles burgondes et reprend les armes, animé par une seule volonté, reconquérir ce qui a été perdu. Face à lui, Clodomir, Clotaire et Childebert marchent de nouveau vers la Burgondie. 524. Vézérons. Cette fois, les Francs sont balayés. Au plus fort du combat, Clodomir s'élance au galop dans une ultime charge, à la poursuite du roi adverse, avant de tomber, l'arme encore en main, au milieu des troupes ennemies. Selon Grégoire de Tours, sa tête aurait été dressée au bout d'une pique. Loin de semer la panique, cet outrage aurait soulevé chez les Francs une terrible fureur. Vérité ou légende, une chose demeure certaine. Le roi franc est mort, et la campagne échoue. Quant au reste, le doute subsiste. Fut-il abandonné par malchance ou par un cruel calcul fratricide? Mais la défaite franque n'est qu'un sursis pour les Burgondes. Les années passent, et le destin du royaume s'assombrit. Car chez les Mérovingiens, les menaces les plus mortelles viennent bien souvent de leur propre sang. Clodomir ayant péri à Vézérons, ses 3 fils, encore enfants, devraient hériter de son royaume. Mais leurs oncles, Clotaire et Childebert, nourrissent de plus sombres desseins. D'après le récit de Grégoire de Tours, ils envoient alors un messager à leur mère, la reine Clotilde. Entre ses mains, une paire de ciseaux et une épée nue. Le choix est glacial. Faut-il tondre les enfants et les exclure du pouvoir, ou les mettre à mort? À la vue des lames, bouleversée, la vieille reine se laisse emporter par la colère et la douleur. Elle aurait alors lancé: s'ils ne doivent pas régner, je préfère les voir morts que tondus. Le sort des princes est scellé. Les 2 frères passent à l'acte. Clotaire saisit le jeune Thibaut, le jette à terre puis lui enfonce son couteau dans l'aisselle. L'enfant meurt dans les cris. À cette vue, son frère Gunther se précipite aux pieds de Childebert. En larmes, il s'agrippe à ses genoux et implore sa pitié. Un instant, le roi hésite. Le visage couvert de larmes, Childebert supplie même son frère d'épargner l'enfant. Mais Clotaire entre en fureur.
Il l'accuse de faiblesse, lui rappelle leur complot et le fait revenir à son engagement. Alors Childebert cède. Il repousse l'enfant. Clotaire le saisit aussitôt et l'achève d'un coup de couteau dans le flanc. Thibaut et Gunther n'avaient que 10 et 7 ans. Seul le plus jeune, Clodoald, 2 ans, parvient à fuir grâce à des fidèles. Plus tard, il renoncera au trône pour la vie monastique. Les 2 oncles peuvent désormais se partager l'héritage de leur frère, et Clotaire, par la violence, s'impose un peu davantage dans l'équilibre mérovingien. Depuis Soissons, il étend désormais son pouvoir sur une large part de l'héritage de Clodomir. Childebert renforce son emprise sur Paris et l'ouest franc. Thierry, quant à lui, né d'une autre union que ses demi-frères et déjà maître d'une puissance colossale, reste à l'écart des querelles dynastiques les plus sanglantes. Tandis que les Francs règlent leurs comptes entre eux, Godomar conserve encore son royaume. Mais ce répit ne dure pas. 534. Les héritiers de Clovis reviennent. Les rois francs frappent une dernière fois. Les lances pleuvent, les boucliers éclatent, et la terre se gorge de sang. Godomar III s'efface bientôt de l'histoire, réfugié dans les terres boisées de son royaume. Et avec lui s'éteint la royauté burgonde indépendante. Ces terres sont absorbées par la puissance franque, puis réparties entre les vainqueurs. Mais cette même année, un autre fils de Clovis disparaît. Thierry Ier meurt à son tour. L'aîné des frères, maître de l'Austrasie, laisse sa couronne à son fils, Théodebert Ier. Les années passent. Le royaume semble s'être endurci par la conquête de la Burgondie. Mais au cœur de la lignée franque, les graines d'une nouvelle lutte commencent à germer. Vers 541, la pression contre Clotaire atteint son paroxysme. Son ambition et sa puissance inquiètent désormais le reste de la lignée franque. Théodebert, roi d'Austrasie et héritier de Thierry, s'allie à Childebert, roi de Paris. 2 branches de la dynastie contre un seul homme, Clotaire. Leurs armées convergent et franchissent les frontières de son royaume. Pour la première fois, Clotaire semble isolé. Acculé, il se replie dans les forêts profondes de son territoire. Théodebert et Childebert avancent alors en terrain hostile. La marche est lente, difficile. La forêt devient un piège. Puis, soudain, le ciel se déchaîne. Une tempête de grêle d'une violence extrême s'abat sur les armées franques. Les chevaux paniquent et fuient dans le bois. Les rangs se brisent. L'offensive s'effondre. Ce qui devait être une marche victorieuse devient une retraite désordonnée. Théodebert et Childebert n'ont plus le choix. Ils rebroussent chemin et rétablissent un fragile équilibre avec Clotaire. 548. Théodebert meurt et son fils Thibaut lui succède en Austrasie. Mais le jeune roi disparaît à son tour, sans laisser d'héritier. Clotaire saisit alors l'occasion. Profitant du vide dynastique, il étend son autorité sur l'Austrasie, allant jusqu'à épouser la veuve du défunt pour consolider ses droits. Mais cette union, contestée par les évêques, est finalement abandonnée. Le pouvoir, lui, reste entre ses mains. Désormais, un seul grand rival subsiste, Childebert. Lorsque celui-ci meurt sans héritier mâle en 558, Paris revient à Clotaire. Le destin du regnum francorum se referme entre ses mains. Après des décennies de guerre, de trahison, de complots et de sang versé, le dernier fils vivant de Clovis règne enfin seul sur tout le royaume. L'enfant de Soissons est devenu maître des Francs. En moins d'un demi-siècle, les Francs auront vu tomber des rois, s'effondrer des royaumes, disparaître des dynasties entières. La Burgondie a été vaincue. De jeunes princes ont été sacrifiés. Des frères se sont trahis. Et du sang mérovingien a coulé bien plus abondamment que celui de leurs ennemis. Au terme de cette longue tempête, le dernier né de la fratrie clodovisienne, Clotaire, demeure seul debout.